Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. C'est une planche, format portrait, une palette de couleurs limitée, choisie avec sens. Dans le fond, comme en filigrane, des dessins au trait, rose pâle, étalés en motifs du plus petit au plus grand, des cellules. Mais aussi deux portraits, un humain à gauche, un papillon à droite. Au-dessus, une deuxième couche, bleue. Les dessins ressortent plus marqués. En haut, une pipette et une solution que l'on imagine chimique dans un récipient en verre transparent. Puis un cercle organique augmenté d'une légende. HA pour hémagglutine, NA pour neuraminidase, M1 pour matricielle. C'est une protéine virale. Et puis en bas à droite, un génome tout en spirale. De la cellule au papillon, de la protéine à la pipette, le dessin superpose et joue avec les échelles de la représentation pour donner à voir et à comprendre cette à peine visible de la science et de la médecine, aussi racontée dans le texte, dans une troisième couche. Il existe plusieurs méthodes pour produire des vaccins à partir de la culture de cellules humaines et de cellules d'insectes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bande dessinée scientifique avec notre invité Olivier Jouvray. Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Olivier Jouvray, vous êtes scénariste de bande dessinée, mais aussi professeur enseignant. Vous enseignez le scénario à Émile Cole et vous êtes aussi éditeur. Vous avez fondé le premier et très connu magazine de reportages, d'enquêtes et de documentaires en bande dessinée, qui est la Revue Dessinée. Et vous avez aussi, vous êtes à l'initiative à Lyon d'une revue d'auto-édition collective de bande dessinée documentaire mensuelle sur l'histoire locale qui s'appelle Les rues de Lyon. Et vous êtes aujourd'hui au commencement d'un nouveau projet tout à fait stimulant, un projet de revue de création d'une revue en partenariat avec le CNRS, une revue de bande dessinée scientifique qui serait à la fois une manière de documenter pour le grand public la science locale, mais aussi un objet d'éducation à la méthode scientifique. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de ce projet ? Ce projet, il est directement né effectivement du projet des rues de Lyon. Les rues de Lyon, c'est une revue mensuelle qui propose tous les mois un récit complet en bande dessinée sur l'histoire locale. On est une association qui s'appelle l'Épicerie Séquentielle avec 75 membres dans cette association. On travaille tous ensemble à gérer ce projet et on a depuis quelques années l'envie de faire une revue de vulgarisation de la science locale, effectivement, de travailler avec tous les centres de recherche, que ce soit avec le CNRS ou les centres de recherche universitaires, pour permettre aux Lyonnais, aux Lyonnaises de savoir un petit peu ce que les chercheurs cherchent et parfois ce qu'ils trouvent dans notre contrée. C'est un projet qui est né depuis... c'est suite à une réflexion de plusieurs années et plusieurs expérimentations aussi. J'ai eu l'occasion déjà de collaborer avec le CNRS il y a plusieurs années pour faire des expériences de bande dessinée, de vulgarisation en différents lieux, que ce soit le jardin du Lautaret ou le laboratoire souterrain à Modane, dans la montagne du tunnel du Fréjus, ou dans le laboratoire des champs magnétiques intenses à Grenoble. Et puis j'ai eu l'occasion aussi plusieurs fois avec mes étudiants et étudiantes de l'école Émile Cole de faire des expérimentations avec des centres de recherche. Et la planche qui a été décrite en ouverture de cette émission a été réalisée par Sylvain Renard, il me semble. C'est exactement ça. Dans le cadre d'un travail qui a été fait avec le 3D Lab, qui est un laboratoire qui se trouve à la Doua, à l'université Claude Bernard, et qui est un travail de collaboration avec 3 scientifiques qui ont voulu essayer d'envisager justement eux-mêmes la création d'une revue de vulgarisation. Et je leur ai dit, on va commencer par faire des expériences pour voir si il y a compatibilité entre scientifiques et artistes pour réaliser, transformer des articles scientifiques en bande dessinée. Voilà un peu toutes les expériences qui ont mené à cette envie de créer cette revue. Donc on va revenir un peu plus en détail sur cette
question de la compatibilité entre ces deux mondes de la science et de la bande dessinée qui relèvent de codes et de normes, notamment d'énonciation et de validité et de réception qui peuvent être différents et est-ce qu'ils peuvent être convergents, c'est un peu toute la question. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez préciser ce projet de revue, quelle est la cible en termes de lectorat? Vous avez dit les Lyonnaises et les Lyonnais, c'est large. Est-ce que vous avez réfléchi déjà sur les lecteurs que vous cherchez à atteindre? Oui, tout à fait. On a envie de travailler avec les lecteurs et les lectrices qui ont déjà une appétence pour le sujet, qui ont déjà une curiosité pour la science. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà un petit niveau, on va dire, de compréhension. Et puis, grâce à l'évolution médiatique de ces 20 dernières années, que ce soit les réseaux sociaux et les nouveaux médias en ligne ou les médias papier, on a vu beaucoup d'initiatives en matière de vulgarisation scientifique, également en bande dessinée. Chez tous les éditeurs, on a vu apparaître ce genre de choses. Donc on a toute une frange de la population qui a déjà pu explorer pas mal de sujets de science. Donc on a un éveil à la science qui s'est opéré depuis quelque temps et une population qui se retrouve parfois un peu frustrée dans l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vulgarisation d'initiation, mais une vulgarisation de confirmation, j'ai envie de dire. Et là, c'est un peu plus difficile de trouver des choses pertinentes parce qu'on tombe vite dans des revues un peu difficiles d'accès ou des essais qui veulent nous transformer plus en experts qu'en initiés. Donc on essaie de se placer dans cet intervalle. C'est aussi le fruit d'une discussion avec les gens du CNRS ou de la direction Sciences et Sociétés ou des gens de Pop Science ici à Lyon qui font beaucoup de valorisation de la science. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait toute une population, toute une frange de la population lyonnaise notamment, qui va beaucoup voir des conférences, qui va beaucoup à la rencontre des scientifiques et qui espère justement encore des nouveaux médias qui vont leur apporter ce qu'ils espèrent. En tout cas, moi, je fais partie de cette population-là, dont je m'adresse aussi à moi-même en faisant ce projet-là. Et l'idée, ça serait de faire une fois par an une revue assez conséquente qui fera un état des lieux de la recherche scientifique. Voilà, en 2024 ou 2025, si tout se passe bien, on aura ce produit entre les mains. Et donc un produit papier. Oui, tout à fait. Et ce passage par la matière éditée du livre, ça aussi, c'est important dans le projet? C'est extrêmement important et ça fait partie des notions que j'enseigne à mes étudiants et étudiantes à l'école Émile Cole, c'est-à-dire que le livre n'est pas juste un objet, c'est un objet de conservation. C'est dans un livre qu'on va mettre la connaissance, les informations que l'on sélectionne, que l'on trie et que l'on considère comme devant être conservées sur du long terme. Un livre, ça dure normalement plus longtemps qu'une vie humaine. C'est fait pour justement se transmettre de génération en génération. C'est pas de la littérature ou de l'édition de consommation comme certains magazines ou journaux où une fois qu'on a eu l'information, eh bien, on ne garde pas forcément le support. Donc là, c'est ce qui me plaît dans ce genre d'objet, c'est de créer non seulement un ouvrage qui va répondre à une curiosité, mais un ouvrage qu'on a envie de conserver, de montrer, d'offrir, de transmettre. Donc il y a un attachement particulier à ces objets, effectivement. Oui, et nous aussi, à Cité Anthropocène, on est attachés à l'objet livre et on pense que pour cette question de l'archive et de la trace, c'est un format qui est essentiel. Pour revenir sur cette question de la compatibilité de ces deux mondes, la science est une activité qui est contrôlée, précise, rigoureuse, et elle se traduit donc par des procédures strictes, suivies de manière stricte et testées aussi de manière stricte, avec une expression dans un langage codé de concepts, voire mathématiques, des figures. Et en face, on a la bande dessinée qui est aussi une écriture singulière, peut-être plus libre, subjective, sensible, créative, mais aussi codée. L'art de la séquence, la définition des plans, la mécanique du récit, l'enchaînement des cases, le rapport entre le temps et l'espace. Comment ces deux mondes peuvent se rencontrer? Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est un paramètre humain, parce qu'on a beau avoir des méthodologies, des mécaniques, ça reste des êtres humains. Et si il y a quelque chose que j'ai appris assez rapidement dans mon milieu professionnel, c'est que les artistes sont des sacrés zozos et des hurluberlus et des gens très variés, très hétéroclites, très hétérogènes. Et ben dans le milieu scientifique, c'est la même chose. Même s'ils ont des processus de fabrication de la connaissance, de la science qui sont très codifiés, il n'empêche que derrière, ce sont des êtres humains. Et j'ai pu rencontrer des gens qui étaient
parfois pas du tout évident à approcher, et d'arriver à mettre en face ces scientifiques et ces artistes, c'est pas forcément toujours évident. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les services de communication du CNRS et des centres de recherche universitaires, parce qu'ils vont nous aider dans ce moment de rencontre, parce que finalement la transposition d'un travail scientifique dans un autre langage qu'est la bande dessinée, c'est un processus de traduction. Parfois, forcément, quand on traduit, on transforme. Et il faut décider collectivement de ce qu'on accepte de transformer, de ce qu'on sélectionne, parce qu'il faut intégrer dans le projet le public auquel on s'adresse. Le public auquel on s'adresse, on ne veut pas le transformer en scientifique, en expert, on veut leur permettre d'obtenir une connaissance, et il faut intégrer dans notre processus l'idée de qu'est-ce qu'ils vont faire de cette connaissance, pourquoi ils veulent cette connaissance. Est-ce que c'est juste pour eux-mêmes ou est-ce que c'est pour la transmettre, est-ce que c'est pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Il faut intégrer tous ces paramètres dans le processus de création de ce support, parce que ça définit complètement le langage qu'on va utiliser. D'autant plus que c'est une revue. C'est pas un album. Dans un album de bande dessinée de 90 pages de vulgarisation scientifique, on prend le temps. Dans une revue, on synthétise. Donc on met au courant les gens de ce qui est en train de se faire dans les centres de recherche, mais on ne leur permet pas d'aller beaucoup au-delà de cette première initiation, même si on a comme objectif de parler de ces sujets en étant un tout petit peu spécifique. On n'est pas dans l'initiation pour les enfants. Donc c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte qui ne sont pas évidents. Donc on sait que le processus sera long. Il est déjà entamé depuis plusieurs années par les expérimentations que j'ai pu faire et puis par les collègues avec qui je travaille. Donc les autrices, les auteurs qui font eux-mêmes de la vulgarisation scientifique depuis quelques années et qui vont participer à faire émerger ce projet. Moi, je suis arrivé avec un concept et puis maintenant, on va travailler collectivement pour faire émerger l'objet final. Donc c'est une sorte de ménage à trois, en fait. Finalement, il y a les auteurs, les autrices de bande dessinée, les scientifiques et les lecteurs. Donc on imagine effectivement que c'est un sacré travail aussi de rencontre et de traduction préalable avant la construction. Ah oui, parce qu'il faut une bonne rencontre. Quand on travaille sur un projet de ce type-là, c'est pas une collaboration qui dure 2 jours. C'est parfois plusieurs semaines, voire plusieurs années. Donc il faut bien s'entendre. Il faut savoir quels sont nos objectifs collectifs. Il y a souvent, enfin moi j'ai un pied dans la recherche. J'ai fait d'abord un début de carrière académique et je sais d'expérience qu'il y a une méfiance côté université vis-à-vis de la vulgarisation scientifique. Il y a une peur de la simplification, voire de l'appropriation et de la déformation. Quel accueil est fait au projet du côté des scientifiques? Et peut-être pour être plus spécifique, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a certaines disciplines, sinon des personnes, on va parler plutôt de disciplines, qui ont plus d'affinité que d'autres avec cette idée d'emprunter le chemin de la bande dessinée? Mais il va falloir composer entre les scientifiques qui nous ont dit on n'aime pas trop le terme de vulgarisation, on préfère le terme de valorisation, et qui ont très peur de ce qu'on va dire de leur recherche. Alors, dès qu'on va dans les sciences dures, très techniques, effectivement, il y a ce genre de peur. Et puis, dès qu'on approche des sciences humaines, eux, ils ont très envie qu'on travaille avec eux parce qu'ils nous disent clairement qu'ils ont déjà du mal à faire comprendre qu'ils sont de vrais scientifiques. Donc, il va falloir composer avec tout ça, ce qui ne sera pas évident. Mais justement, on a besoin de marieurs, de gens qui vont favoriser les rencontres et trouver des langages communs. De toute façon, il y a un critère général, enfin, disons un paramètre imparable, c'est que tous m'ont dit avoir beaucoup souffert de ces années Covid, avec tous ces experts scientifiques plus ou moins autoproclamés qui ont défilé dans les médias pour dire tout et son contraire, et ce qui a provoqué une certaine défiance vis-à-vis du milieu scientifique, et c'est très dommageable pour tout le monde, et qu'il y a un besoin impératif de reconstruire quelque chose. Et donc, ils savent bien que la traduction, ça peut être une trahison, mais ils savent bien que de toute façon, si le fruit de leur recherche doit sortir de leur laboratoire, il doit passer par un langage qui sera accessible aux gens à qui il est destiné. Donc il y a un travail à faire collectivement. Après, on est arrivé, nous, avec des intentions claires. Voilà ce qu'on veut faire, voilà à qui on s'adresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de travailler en collaboration avec vous et pas seulement avec ce que vous produisez, pour que vous puissiez être valideur, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais
que vous puissiez être satisfait du résultat. Voilà, c'est un apprentissage. Il va falloir quelques mois pour justement trouver cet accord. Alors, vous avez utilisé le terme de langage. Et justement, donc la bande dessinée est un langage spécifique. Et quelles sont les potentialités de ce langage pour la diffusion des savoirs, leur appropriation, leur compréhension Mais il y a un premier paramètre, c'est que le dessin, c'est de la reconstruction forcée. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice sait parfaitement que c'est pas une photo qui essaye de prétendre à une objectivité, de voilà à quoi ça ressemble exactement. Donc c'est une reconstruction, une réinterprétation permanente. Donc ça veut dire que la personne qui lit doit se raccrocher à l'intention d'honnêteté de l'auteur ou de l'autrice, parce que c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire, c'est quelqu'un qui, avec sa subjectivité, nous témoigne du fruit de ses propres recherches. Donc c'est un acte de confiance. Et donc on doit mettre en place les paramètres qui favorisent cette confiance. Et c'est ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est que il y a ce devoir d'aller donner des preuves, des garanties de la validité de ce qu'on fait. Et puis c'est aussi un langage qui peut de temps en temps donner une représentation assez vraisemblable et réaliste de ce à quoi ça ressemble, des lieux, des gens qui y travaillent. Puis de temps en temps, on peut aller dans du dessin plus simplifié pour faire comprendre un certain nombre de notions plus stéréotypées ou archétypales ou des choses comme ça, en tout cas des concepts. Et puis on peut aller jusqu'au schéma. Et puis on peut même intégrer des photographies dans la bande dessinée. Donc il n'y a pas vraiment de limite sur ce qu'on peut représenter. Si je reprends l'exemple qui a été décrit en début de l'émission de Sylvain Renard, on n'est pas dans la bande dessinée de Tintin ou Astérix avec des cases, avec une cohérence de narration d'une case à une autre. On est plus dans un mix entre la bande dessinée et le texte illustré ou l'illustration commentée ou illustrée. Donc on joue avec pas mal de paramètres et c'est là où ça permet de comprendre qu'il y a une richesse extraordinaire de ce langage. Et la dernière chose, c'est que c'est du discours. C'est pas une image, c'est plusieurs images qui s'accumulent, qui se suivent jusqu'à ce qu'on ait compris. Et est-ce qu'il y a une place, selon vous, pour la fiction dans la bande dessinée scientifique? Quand je vous pose cette question, moi j'ai en tête une référence qui est le professeur Moustache de Marion Montaigne, donc qui a un succès public et aussi de la profession, je crois, et en même temps qui va dans la fiction et jusqu'à l'humour. Est-ce que c'est des questions que vous posez aussi? On s'en pose beaucoup, puis j'en ai beaucoup discuté avec Marion parce qu'on a déjà collaboré pas mal de fois. Et en fait, c'est la compréhension du terme de fiction qui n'est pas tout à fait le même chez tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, le travail que fait Marion, il n'y a pas du tout de fiction. Il y a zéro fiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnages fictifs qui ont été fabriqués pour porter la parole. Mais le lecteur ou la lectrice, quand elle lit son blog « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même », ou même quand elle lit dans la combi de Thomas Pesquet, il y a des personnages qui sont des porteurs de parole. On sait très bien qu'ils n'existent pas forcément. On sait très bien que ce sont des représentants d'une catégorie professionnelle, c'est le professeur qui est là pour nous expliquer. Donc on s'en fiche de lui, on n'a pas ses caractéristiques personnelles, sa psychologie, on ne s'intéresse pas à lui en tant que personnage. C'est juste un porteur de parole. Donc il n'y a pas de vraie fiction. Et on sait très bien le distinguo qu'on doit faire entre ce qu'on est en train d'apprendre, la connaissance qu'on pourra conserver comme étant une connaissance acquise, et puis ce qui est de l'ordre du décor ou du procédé narratif, on va dire. Oui, on retrouve cette idée de pacte de confiance dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ferai une petite nuance avec le travail de Mathieu Burnia quand il a fait Sous la Terre, où là, il écrit un scénario où pour raconter la biologie du sol, il invente une histoire avec des enjeux, avec des personnages, avec Hadès, le roi des enfers, qui veut quitter son job et qui cherche quelqu'un pour le remplacer. Et à travers une histoire avec une dramaturgie, il va raconter des notions scientifiques. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est mélanger fiction et documentaire, tout en permettant au lecteur de toujours faire le distinguo entre ce qu'il peut retenir comme connaissance et ce qui est de l'ordre de l'histoire. Inversement, comment sont perçus ces projets d'utilisation finalement de la bande dessinée à des fins non pas créatives ou narratives, mais pédagogiques et de médiation par le monde de la bande dessinée lui-même? Enfin, il
j'ai pu lire certaines réactions, pas toujours des plus enthousiastes, on va dire. Je pense à Benoît Peters qui a eu des mots un peu rudes pour qualifier certaines expériences françaises de BD didactique, qui trouve navrantes, consternantes, des tentatives de récupération comme ça de la bande dessinée. Comment ce projet il est reçu par le monde de la BD à Lyon? De toute façon, c'est un secteur de l'édition qui a explosé depuis on va dire une vingtaine d'années. Forcément, ça a créé des effets d'aubaine, d'opportunisme de la part de certains éditeurs ou de certains auteurs. Il y a aussi beaucoup de centres de recherche qui, d'un seul coup, ont cherché des artistes pour mettre en image leur bande dessinée. Or, c'est pas parce qu'on sait faire de la bande dessinée qu'on sait faire ce genre de bande dessinée. Ça demande un certain nombre de compétences et d'expérience aussi. Donc, forcément, on a vu débouler tout un tas de bouquins qui sont faits un peu rapidement, un peu n'importe comment. Et donc, il y a un tri qui se fait. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est le processus obligé de toute nouvelle évolution dans un domaine artistique. Il y a beaucoup d'à peu près, il y a beaucoup d'expérimentations un peu aléatoires. Bon, les gens font le tri au bout d'un moment, donc moi je me fais pas trop de soucis. Et on va pas finir là-dessus, on va finir plutôt pour clore cet entretien sur, au contraire, une référence artistique à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices sur ce sujet de la bande dessinée scientifique que vous trouvez particulièrement enthousiasmante et qui pourrait nous amener dans ce champ. Il y en a d'innombrables. Je viens de citer Mathieu Burnia, dont je souhaite vraiment que beaucoup de gens découvrent son travail parce que c'est absolument remarquable. Il a fait notamment un voyage dans le monde quantique en bande dessinée qui est assez extraordinaire. Et puis récemment, j'ai plus découvert le travail de Héloïse Chauchois, pas évident à prononcer, notamment qui a fait Voyage au centre du microbiote et qui est plutôt bien travaillé, qui non seulement fait de la bande dessinée de vulgarisation scientifique, mais participe régulièrement à des conférences, à des expérimentations. Donc il y a une implication personnelle. C'est pas juste, là encore une fois, un effet d'opportunisme. Donc voilà, c'est ce genre d'œuvre qu'il faut aller voir. Mais après, on rentre dans une librairie aujourd'hui, il y a des rayons entiers. Si je donne une autre référence plus politique, c'est l'adaptation en bande dessinée par j'ai perdu son nom, Benjamin Adam, du travail de Thomas Piketty, Capital et idéologie, qui est un travail remarquable, ne serait-ce que par le choix qu'il a pris, narratif, dans la manière dont il a vulgarisé le travail de Thomas Piketty, qui est très malin, à travers des schémas de transmission d'une famille à l'autre, qui montrent comment se construit la richesse des grandes familles très très riches dans nos pays. C'est super beau comme travail, c'est vraiment bien fait, c'est très malin sur un sujet très complexe. Ce sera un beau mot de la fin, donc Capital et idéologie, et aussi Voyage au centre du microbiote, comme ça on retrouve nos cellules du début de l'entretien. Exactement. Donc c'est parfait. Merci beaucoup Olivier Jouvray. C'est moi qui vous remercie. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.